Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette présentation aujourd'hui, je voulais vous parler des oiseaux marins. Les oiseaux marins, qui comme un grand nombre d'organismes sur Terre, sont particulièrement impactés par le réchauffement climatique, à tel point qu'ils constituent une des principales menaces pour ces animaux, que ce soit au niveau de leur alimentation, parce que leurs proies aussi sont affectées par le réchauffement climatique, ou encore au niveau de leur zone de nidification, qui peuvent se retrouver submergés par la montée des eaux. C'est vraiment dommage, parce que ces animaux jouent un rôle important pour nos écosystèmes insulaires, et peut-être même encore plus pour les atolls. Si vous n'en êtes pas convaincu, je vous invite à faire un tour à Tetiaroa, où on retrouve où de nombreux oiseaux marins vont se regrouper pour nicher, se reproduire, ou tout simplement se reposer. Se reposer parce qu'ils passent une bonne partie de leur temps en mer à chasser. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qu'ils vont faire à leur retour à Tetiaroa. Comme beaucoup d'animaux, après avoir mangé, ils vont déféquer. On appelle leur défécation le guano, qui est connu pour être riche en nutriments, en azote, en phosphore. Et il faut savoir que dans nos écosystèmes insulaires, les nutriments sont des facteurs limitants de la production primaire. Et quand je dis écosystème insulaire, c'est bien sûr les écosystèmes terrestres, mais aussi les écosystèmes marins. Il y a d'ailleurs un bon papier qui est sorti dans Science l'année dernière qui décrit une tendance positive avec la présence des oiseaux marins sur le développement et la résilience des récifs coralliens. C'est très important parce que les récifs coralliens vont contribuer au maintien de l'atoll en charriant des débris du récif qui vont s'agréger et permettre à l'atoll de se maintenir au-dessus du niveau des océans. Cependant, plusieurs facteurs peuvent limiter la présence des oiseaux marins, comme les rats qui vont manger leurs œufs et leurs petits, ou encore les cocotiers qui sont peu appréciés par les oiseaux marins pour nicher. C'est dans ce contexte que Tetiaroa est un site d'étude idéal, avec des motus entourés en rouge qui présentent une forte densité de cocotiers et qui ont été envahis autrefois par les rats et seulement très récemment dératisés. Et à l'inverse, des motus ici entourés en vert qui n'ont jamais été envahis par les rats, avec une majorité de végétation native et seulement une toute petite minorité de cocotiers. Ces facteurs vont donc limiter la présence des oiseaux marins, causer des variations spatiales de leur densité et donc in fine des variations spatiales de leurs apports en guano. Mais comment quantifier les apports en guano ? Personnellement, j'utilise des caméras pour filmer ces 3 espèces d'oiseaux marins tout au long de la journée et compter le nombre de défécations au sein de la journée. J'ai aussi commencé à collecter du guano pour avoir une idée de la masse de leur défécation. Et en couplant ça avec des données de comptage d'oiseaux, je vais parvenir à avoir une masse par jour d'apport en guano à Tetiaroa. Mais comment évaluer les bienfaits des apports en guano à Tetiaroa ? De plusieurs façons. Je vous ai listé ici quelques fonctions écologiques qui peuvent être analysées et d'ailleurs qui font l'objet d'études de plusieurs groupes de recherche. Mais moi, j'ai décidé de m'intéresser plus particulièrement à la décomposition de la litière, qui est un processus crucial pour le recyclage des nutriments. En évaluant les effets du guano sur la décomposition de la litière, je vais essayer d'évaluer la vitesse de décomposition de la litière en fonction de la teneur en nutriments des différentes zones de l'atoll, mais aussi en fonction de la teneur en nutriments de la litière en elle-même. Pour ce faire, j'ai collecté sur le terrain de la litière que j'ai pesé, placé dans des sacs de litière et déployé sur le terrain dans des conditions très spécifiques. Donc de la forêt native sans rats, de la forêt native où il y avait des rats, et des forêts de cocotiers où il y avait des rats aussi. En parallèle de ça, j'ai collecté du sol de ces différents traitements et placé de la litière en conditions contrôlées, ici, en laboratoire. Merci à tous de m'avoir écouté.
Merci pour ton exposé. Par rapport au guano, en fait, qu'est-ce que tu mesures comme paramètre, toi, en fait? T'as mis la biomasse, Oui. mais qu'est-ce que tu fais d'autre? Est-ce que tu fais d'autres mesures? Actuellement, non. Oui, Mais par contre, je garde les échantillons de guano que je récupère. Et ce qu'on peut faire, c'est analyser à l'aide des isotopes la concentration en nutriments des guanos, des différents guanos que j'ai collectés. Donc avec ça, on aura une concentration en guano aussi à ajouter dans la masse qui est apportée sur le terrain. Merci. Merci beaucoup pour ton exposé. Je me posais la question si vous avez pensé à regarder aussi comment les apports en guano, donc l'apport en matière organique et en azote, pouvaient modifier les communautés microbiennes des motus, en tout cas des habitats, en fonction de la quantité d'apport de guano. Ouais, c'est quelque chose qui serait super à analyser. Alors du coup, comme je l'ai dit, à chaque fois que je place des sacs de litière sur le terrain, je récolte aussi du sol. Ce qui pourrait être intéressant à analyser, c'est la composition de ces communautés microbiennes qui peuvent booster, qui peuvent être boostées par les nutriments. Alors pour l'instant, je ne me suis pas encore penché sur le sujet, mais c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait faire à l'avenir, peut-être après mon stage ou à la fin. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter. Il n'y a plus de questions. Merci beaucoup.